pas à démontrer que Kabila avait tort ici, ou que Félix a raison, ni l'inverse. Nous allons prendre chaque chapitre, chaque prise de position comme une investigation. Chaque point que je veux énumérer ou chaque posture que je vais imprimer, je partirai sur cette posture pour investiguer, pour vous apporter des éléments. C'est donc une enquête, une question est posée, une affirmation est mise à l'épreuve et nous nous contenterons, évidemment, nous nous contentons de rassembler les éléments vérifiables qui permettront évidemment d'apporter la réponse. Les faits établis, okay, les conclusions des enquêtes, apporter les accusations ou l'interprétation politique. Et donc, on va être sérieux à ce niveau-là. Et donc, serrez vos ceintures, puisqu'on va le faire en 2 étapes. Nous ne pourrions pas tout terminer aujourd'hui. C'est un travail qui demande beaucoup de concentration parce que je donnerai beaucoup d'infos. Et donc, si vous aimez des débats, je vous apporte des éléments, je vous apporte des instruments, et vérifiables d'ailleurs. Et certaines personnes seront déçues, puisque certaines vérités sont occultées, parce que ça éclabousse, ça met en lumière certaines positions, ça salit certaines images aussi, qu'on veut garder propres, mais la vérité reste la vérité, et nous allons rester dans la vérité. Les amis, nous commençons d'abord par la dette de Kabila, l'héritage de Mobutu et aussi la guerre. Lorsque Joseph Kabila succède à Laurent Désiré Kabila, assassiné en janvier 2001, Joseph Kabila, il hérite d'un pays exsangue. C'est une vérité, un pays déchiré par une guerre régionale qui a déjà fait de millions de morts. Sur le plan financier, le fardeau est tout aussi accablant, c'est très lourd. Au 31 décembre 2001, la dette extérieure de la RDC s'élevait à 14 milliards de dollars. Donc, Kabila va porter cette dette en question. Et cette dette provenait très largement de la période Mobutu et des arriérés de retard accumulés pendant la décennie, le dernier décennie d'interruption de paiement. Dans la dette congolaise, s'est constituée durant les 3 décennies du régime de Mobutu, entre 65 et 96. Les rêves de développement des années 60 et 70 ont suscité des projets pharaoniques, financés évidemment par les entreprises et les banques occidentales. Lorsque le paiement des échéances et des intérêts s'est avéré impossible, les dirigeants étrangers ont fermé les yeux. Les instances internationales comme le FMI et la Banque mondiale ont continué d'accorder généreusement des emprunts malgré l'étendue de la corruption sous Mobutu. Aucun autre pays africain n'a bénéficié, ça il faut le dire, d'autant de réaménagement de la dette qu'est le Zaïre. Et donc, à cette dette héritée de Mobutu que Kabila va porter, va s'ajouter les conséquences de la guerre. La décennie des conflits entre 1996 et 2003 a détruit l'économie et les infrastructures sociales du pays, rendant évidemment tout service de la dette impossible et accumulant des arriérés considérables. Les amis, je vous prie de partager ces lives et surtout de tapoter et pourquoi pas envoyer des cadeaux pour solidifier et sécuriser notre live. Et donc, face à ces fardeaux insoutenables que trouve le président Joseph Kabila, la RDC est
éligibles à l'initiative, le PPTE, ça veut dire pays pauvres très endettés. Et donc un mécanisme international de réduction de la dette pour le pays les plus pauvres. Les processus s'articulent en 2 étapes. Nous avons d'abord les points de décision de juillet 2003. Les conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale acceptent que la RDC remplisse les conditions requises pour atteindre le point de décision, ce qui permet au pays de commencer à recevoir un allègement de la dette à titre intérimaire. Et puis, les points d'achèvement arrivent en juin 2010. La RDC atteint ces points d'achèvement en question de l'initiative PPTE en juin 2010. Le FMI et la Banque mondiale décident d'accorder un allègement de dette d'un montant total de 12 milliards de dollars. Cette somme comprend quoi? Parce qu'il y a des étapes. 11 milliards de dollars au titre de l'initiative PPTE renforcée, 1 milliard 200 millions de dollars au titre de l'initiative d'allègement de la dette multilatérale, le MDRI, et l'allègement du FMI s'élève à 491 millions de dollars et celui de la Banque mondiale à 1 milliard 800 millions 320 000 dollars. Et le reste provenant des créanciers bilatéraux et commerciaux. Et puis, le Club de Paris, principal créancier de la RDC, annule en novembre 2010 la totalité de sa créance, soit 7 milliards de dollars. Les Américains, dont la créance s'élève à environ 1 milliard 500 millions de dollars, confirment aussi à leur tour leur participation à cette annulation de la dette. Et puis vient les conditions exigées par le FMI et les conditions exigées par la Banque mondiale pour justement effacer cette dette. L'allègement de la dette n'est pas un cadeau, vous l'avez compris. Il est assorti des conditions strictes que la RDC devait remplir pour atteindre les points d'achèvement. D'abord, la mise en œuvre satisfaisante de la stratégie de réduction de la pauvreté et de la croissance. Deuxièmement, le maintien de la stabilité macroéconomique. Troisièmement, l'amélioration de la gestion de dépenses publiques et de la dette. Quatrièmement, l'amélioration de la gouvernance et de la prestation de services dans les secteurs sociaux clés. En d'autres termes, ici nous parlons la santé, éducation, développement rural. Le FMI salue alors le progrès accompli par les autorités congolaises dans les renforcements de la gestion de la politique macroéconomique après une décennie de conflits dévastateurs. Les conditions ont fourni un cadre de réformes qui a guidé les efforts pour renforcer la stabilité macroéconomique, remédier aux faiblesses de la gestion des finances publiques et de la gouvernance économique et réformer les secteurs sociaux. Chers amis, la dette a-t-elle été remboursée ou alors cette dette a été annulée? C'est ça la question. Est-ce que le président Kabila Joseph a payé la totalité de la dette ou alors le président Joseph Kabila a reçu l'avantage de la dette qui a été annulée? La réponse est claire. La dette n'a pas été remboursée par la RDC, donc Kabila n'a pas remboursé la dette. Donc, la dette a été annulée par le créancier international dans le cadre de l'initiative PPTE. Et donc, la dette extérieure en 2001, 14 milliards, héritée par Mobutu, les aérés, les non-paiements, l'allègement de PPTE, 12 milliards,
l'annulation par les créanciers, tout a été annulé. L'annulation de la dette des clubs de Paris, 7 milliards. L'annulation qui inclut et dans les 12 milliards. Et donc, et puis le restant de cette dette, il restait 3 milliards qui n'a pas été annulé. Et cette dette a été détenue jusqu'à ce que monsieur le président Félix vienne au pouvoir. Et donc, les chiffres sautent les camps. En 2001 et 2018, sous Joseph Kabila, la dette publique a été réduite de 14 milliards à environ 3 milliards de dollars. Mais cette réduction résulte principalement d'une annulation, non d'un remboursement effectif par la RDC. Je voulais qu'on commence par souligner cet élément. Un instant, s'il vous plaît. Ok, cher ami, je vous en prie de tapoter parce que ça devient lourd. Évitons la lourdeur, évitons que ça soit coupé, évitons... Partageons s'il vous plaît, merci. Merci de partager, merci de tapoter. Les amis, le ministre des Finances de l'époque, Matata Mponyo, les reconnaît lui-même. L'annulation de la dette ne va pas avoir des impacts directs dans la casserole de tous les mondes. Mais cette annulation donne davantage des moyens au gouvernement d'avoir une marge de manœuvre supplémentaire quant à une bonne gestion des politiques sociales tournées vers le développement, vers la réduction de la pauvreté. Donc, nous comprenons que la dette n'a pas été payée, cette dette a été effacée et il restait 3 milliards. Alors, que s'est-il passé avec les 3 milliards de dollars restants? Après l'annulation de 2010 de la dette de la RDC est maintenue à environ 3 milliards de dollars jusqu'en 2019. Cette dette résiduelle est principalement constituée de quoi? D'engagements envers des créanciers qui n'ont pas participé à l'initiative PPTE ou des dettes contractées après 2010. Et donc, au 31 décembre 2018, soit au terme du mandat de Joseph Kabila, la dette publique s'est évaluée à 5 milliards 100 millions de dollars, dont 1 milliard 800 millions de dettes intérieures et 3 milliards 200 millions de dettes extérieures, représentant 10% du PIB. Ce chiffre est supérieur aux 3 milliards souvent cités par car il inclut évidemment la dette extérieure. Chers amis, l'allègement de la dette était conditionné à des réformes économiques structurelles, parmi lesquelles la libération de l'économie levée de 2002, afin d'offrir l'opportunité au secteur privé de participer à l'effort du redressement national. Donc, nous parlons de restructuration, de concession, de privatisation. De quoi nous parlons? Évidemment, la restructuration, c'est réorganisation d'une entreprise. Alors, un instant. La réorganisation d'une entreprise publique pour améliorer sa gestion et sa stabilité sans changement des propriétés. Il faut bien comprendre ces principes-là. Deuxième élément, nous parlons de quoi? Concession. La concession, c'est quoi? Transfert temporaire de
l'exploitation d'un service ou d'une entreprise publique à un opérateur privé, l'État restant le propriétaire. Et puis vous avez la privatisation. La privatisation, c'est la cession définitive de tout ou partie du capital d'une entreprise publique à des actionnaires privés. Une fois qu'on a compris ça, dans le secteur minier, les réformes visaient à remettre la Gécamine sur une voie rentable. Mais dans les faits, la privatisation informelle de la Gécamine s'est opérée alors que les expatriés quittaient l'entreprise. Des joint ventures ont été créées, des entreprises connexes, mais l'État congolais a souvent conservé des participations minoritaires perdant le contrôle de ses ressources. Le cas emblématique est celui du contrat chinois, Sicomine, signé en 2008, qui prévoit un partenariat entre la RDC et la Chine pour développer un projet minier et des infrastructures. Et donc, ces contrats qualifiés des contrats du siècle a fait l'objet de nombreuses critiques et de plusieurs révisions, dont un cinquième avenant en 2024 par Tshisekedi. Ce qu'il faut comprendre, les affirmations populaires, ce que les gens disent, Kabila a trouvé 14 milliards de dettes et les a remboursées. Ce que les gens disent. Les soutiens, ceux qui soutiennent Kabila le disent. Alors, quand on vérifie de près, les vérifications factuelles, c'est faux. La dette a été annulée. Bonjour Ndeko Vanessa. La dette a été annulée par des créanciers internationaux dans le cadre du PPTE non remboursé par la RDC. La RDC n'a pas remboursé cette dette. Ce que les gens disent, Kabila a laissé un pays sans dette. Partiellement vrai, vérification factuelle. La dette, évidemment, a été réduite à environ 3 milliards de dollars en 2010 et 5 milliards en 2013, en incluant la dette intérieure, mais elle n'a pas été entièrement, évidemment, annulée. Ça, ce sont des vérités que j'appelle moi des vérités scientifiques. Alors, ce que les gens disent, la réaction de la dette, la réduction de la dette est le fruit de la bonne gestion des Kabila. Ce que les gens disent. Vérification factuelle et vérification scientifique, il faudra nuancer à ce niveau-là. La réduction résulte d'un processus international, le PPTE, qui imposait des conditions de réforme à Kabila. La RDC a rempli ces conditions, mais l'annulation était le mécanisme prévu pour tous les pays pauvres très endettés. La RDC n'était pas une particularité. Alors, ce que les gens disent encore, les gens disent Kabila a payé la dette avec les ressources du pays. Scientifiquement, c'est faux. Aucun paiement substantiel n'a été effectué par la RDC. L'essentiel de la réduction provient de l'annulation. Chers amis, par conclusion, pour qu'on avance, la dette de 14 milliards de dollars héritée en 2001, salut mon ami, n'a pas été annulée par Joseph Kabila ou par la RDC, remboursée plutôt. Elle a été annulée à hauteur de 12 milliards 300 millions de dollars par les créanciers internationaux, FMI, Banque mondiale, Club de Paris, dans le cadre de l'initiative de PPTE en échange des réformes économiques et de gouvernance en échange évidemment de privatisation des entreprises. Alors ce que Joseph Kabila a fait, c'est remplir les conditions exigées par les FMI et la Banque mondiale pour bénéficier de cette annulation, stabilisation macroéconomique, amélioration de la gestion des finances publiques et réformes structurelles incluant
la libéralisation de l'économie et l'ouverture du secteur minier aux investisseurs privés. Vous comprenez? Voilà ce que Kabila a fait de son côté. Mais l'affirmation selon laquelle il a payé la dette est factuellement incorrecte et faux. Le mécanisme de l'initiative PPTE repose précisément sur les constats que ces pays ne peuvent pas rembourser leurs dettes et qu'une annulation est la seule solution viable. Vous comprenez? Ok, j'ai pris note, mon ami Princessa, j'ai pris note. Les amis, en résumé, la dette de 11 milliards n'a pas été remboursée par la RDC, elle a été annulée par la communauté internationale, ce qui relève du mérite de Joseph Kabila, c'est d'avoir mené les réformes qui ont permis à la RDC d'atteindre les points d'achèvement du PPTE en 2010. Ce qui relève de mythe, c'est l'idée d'un remboursement qui n'a jamais eu lieu. Donc, à ce niveau-là, soyons sages, ne propageons pas les mensonges. Alors, une fois qu'on a compris la question de la dette, je vous ai dit tout à l'heure, nous allons partir calmement, tout doucement. Pour moi, c'est une étude et non une production chimérique des émotions et des convictions. Je pars sur des faits, je vous apporte des éléments sur lesquels vous pourrez vous baser pour entreprendre votre propre recherche. Et donc, nous sommes en train d'étudier. Comment un pays aussi riche est-il resté avec un budget d'environ 5 à 6 milliards de dollars pendant près de 20 ans? Partagez les amis, merci. La question que tout Congolais doit se poser, comment un pays aussi riche est-il resté avec un budget d'environ 5 à 6 milliards de dollars pendant près de 20 ans? Et donc, pour comprendre le paradoxe congolais, il faut d'abord mesurer l'ampleur des ressources du pays. La République démocratique du Congo est l'un des territoires les plus riches dotés en ressources minières de la planète. Premier producteur mondial du cobalt, près des 3/4 de la production mondiale. Première production africaine de cuivre, de gisements majeurs d'or, de diamants industriels, de coltan, tantal, d'étain et de zinc. En 2025, la production de cuivre de la seule entreprise Glencore en RDC a atteint 247 800 tonnes en hausse de 10% par rapport à 2024. Et donc, la production de cobalt s'est élevée à 33 500 tonnes en 2025. Les secteurs miniers continuent de soutenir l'activité économique du pays. Ça, il faut le connaître. Cher ami, j'ai déjà expliqué mon ami top 2. J'ai déjà expliqué. Mais pourtant, l'État congolais reste structurellement pauvre. En 2001, à l'arrivée de Joseph Kabila, le budget de l'État n'était que de 300 millions de dollars. Le budget de l'État n'était que de 300 millions de dollars. En 2018, à son départ, il avait atteint environ 5 à 6 milliards de dollars. Une progression, certes, mais regardons bien les choses, dérisoire au regard des richesses extraites pendant près de 18 ans. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre deux notions fondamentales. Le PIB, ça veut dire le produit intérieur brut, et le PIB par habitant. Il faut qu'on puisse dissocier pour comprendre la RDC et au-delà de la RDC, comprendre le monde. Le PIB, c'est quoi? Le PIB mesure la richesse totale produite par un pays en une année. Toute la richesse totale produite par un pays en une année. Le PIB par habitant maintenant,
Et ces mêmes PIB divisés par le nombre d'habitants. Il donne une idée globale de la richesse moyenne par personne. J'espère que vous avez compris. Alors, pourquoi cette distinction est-elle cruciale? Deux pays peuvent avoir le même PIB total, mais de PIB par habitant très différents si leurs populations sont différentes. Un pays avec une population 2 fois plus nombreuse aura un PIB par habitant 2 fois plus faible en richesse totale égale. Et donc, en 2026, le PIB nominal de la RDC est estimé à 123 milliards de dollars 2026 contre 92 milliards de dollars en 2025. Cette hausse de 32% est spectaculaire, mais elle ne reflète pas uniquement une augmentation de la production. Alors, comment le comprendre? Le PIB en dollars dépend de 3 facteurs. 1. La production réelle de biens et de services, donc la croissance réelle. Deuxième niveau, le niveau des prix, l'inflation. Et puis, les taux d'échange. Les taux d'échange, donc la valeur du franc congolais par rapport au dollar. Ça dépend de ces 3 principes. Ainsi, une hausse du PIB en dollars peut résulter d'une appréciation du franc congolais ou d'une augmentation des prix sans que la production réelle n'ait augmenté dans les mêmes proportions. Et donc, la croissance réelle de la RDC en 2026 est estimée à 5% neuf. Un chiffre honorable, mais bien inférieur aux 32,9% d'augmentation du PIB en dollars. Mon frère, tu as vendu ta dignité juste pour le miette que Tshilombo vous donne par mois. Donc, on vend sa dignité quand on parle de son pays, quand on parle de l'économie de son pays, quand on parle de la situation sociale de son pays, quand on parle de l'évolution de son pays. Donc, on a vendu sa dignité. Quand d'autres compatriotes français, allemands, Congo-Brazzaville parlent de leur économie, parlent de leur politique, parlent de leur performance économique ou autre, alors ils ont vendu leur pays. Congolais, si vous restez dans cette bassesse, si vous restez dans cette dimension, je dirais, des personnes qui n'ont pas l'instruction, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Nous sommes foutus. Une génération détruite. Nous sommes finis. Là, je parle du pays. Je parle du social, l'économie, politique, armée. Vous me parlez d'autre chose. Donc, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Nous sommes foutus. Chers amis, il faut comprendre une chose. Maintenant, quand ça se rapporte à la population, le PIB par habitant de la RDC en 2026 atteindrait environ 1122 dollars par an, contre 871 dollars en 2025. Cela signifie qu'en moyenne, chaque Congolais dispose de l'équivalent de 93 dollars par mois pour vivre, un montant qui place la RDC parmi les pays les plus pauvres du monde malgré ses richesses souterraines. Chers amis, comparaison maintenant avec d'autres pays, la démonstration par l'absurde, la RDC, le PIB en 2025, 92 milliards de dollars, et pour une population de 109 millions, et donc PIB par habitant, nous sommes tombés à 800
71 dollars par an, par habitant. Le Botswana a moins en termes de PIB, 20 milliards de dollars, avec une population de 2 500 000 et PIB par habitant, 7 700 dollars par habitant. Et nous, nous sommes à 871 dollars par an. Nous avons également la Zambie. La Zambie, c'est 30 milliards de dollars en termes de PIB, mais le PIB par habitant, c'est 1350 dollars par an et avec une population de 22 millions. Vous avez les Rwanda. Les Rwanda, c'est 16 milliards de dollars de PIB en 2025 et la population, c'est 14 millions. Et en termes de PIB par habitant, les Rwanda, c'est 1000 dollars par habitant par an. Et donc, le Ghana, c'est 82 milliards de PIB pour une démographie comptée à 33 millions et son PIB par habitant, 2400 dollars. Vous comprenez? Et donc, ces tableaux révèlent des écarts saisissants. Le Botswana a un PIB total 4 à 5 fois plus petit que celui de la RDC, 20 milliards contre 93 milliards en 2025. Pourtant, son PIB par habitant est près de 9 fois plus supérieur, 7 700 dollars contre 871 dollars. Pour quelle raison? Parce que le Botswana n'a que 2 500 000 personnes contre 109 millions pour la RDC. La Zambie a un PIB total 3 fois plus petit que la RDC, 30 milliards contre 93 milliards, mais son PIB par habitant est près de 2 fois supérieur à la RDC. La RDC, évidemment, 871 dollars contre 1350 dollars au niveau de la Zambie. Vous avez aussi le Ghana, a un PIB total comparable à celui de la RDC, 82 milliards contre 93 milliards, la RDC, mais son PIB par habitant est presque 3 fois supérieur, 2400 dollars par an contre 871 dollars. Sa population est 3 fois moins nombreuse, les amis. Et donc, nous comprenons quoi? Les Rwandais qui ne possèdent aucune ressource minière majeure a un PIB par habitant supérieur à celui de la RDC, environ 1000 dollars contre 871 dollars, avec un PIB total 6 fois plus petit que la RDC. Donc la conclusion est quoi? La richesse totale de la RDC est importante, c'est vrai par rapport aux autres, mais elle est diluée par une population massive de 109 millions d'habitants. Et donc, quand vous segmentez, quand vous divisez ce PIB par les nombres d'habitants, forcément, c'est conséquent. Forcément, vous comprenez que nous sommes moins servis que d'autres, parce que d'autres, en termes de population, ils sont plus petits que la RDC. Et donc, nous comprenons que et pour que les gens comprennent très bien, il faut calculer le PIB global avec la démographie. Et vous comprenez que nous avons un travail de fond. L'évolution du budget maintenant de l'État sous Joseph Kabila entre 2001 et 2018. Malgré l'explosion de la production minière, le budget de l'État est resté obstinément bas pendant près de 20 ans. En 2001, le budget de l'État était de 300 millions de dollars. Et donc, héritage de la guerre, pays très en difficulté,
un pays exsangue. Vous pouvez comprendre. En 2004, le budget de l'État était de 1 milliard. C'est le début de la reconstruction. La paix est rentrée. Et donc, les entreprises sont là. Mais nous sommes à 1 milliard en termes de budget en 2004. En 2009, nous sommes à 6 milliards. Après l'annulation de la dette, etc., le PPTE, en 2015, le budget monte à 8 milliards. C'est le pic avant la chute totale. Et en 2017, le budget descend à 5 milliards 600 millions de dollars. La baisse liée à la crise de matières premières. Et en 2018, nous sommes à 5 milliards. Le budget initial en baisse de 10%. En 2025, le budget de la RDC a atteint environ 18 milliards. De 2018 à 2025, nous sommes à 18 milliards de dollars. En 2026, il est projeté à 20 milliards de dollars. Ces chiffres montrent une progression significative sous Félix Tshisekedi, mais il reste très faible pour un pays de la taille et de richesse de la RDC. Il reste encore très faible. Un pays comme la RDC devrait frôler, en principe, en termes de budget, on devrait frôler même les 500 milliards en termes de budget. 500 milliards. Par rapport à la richesse, par rapport à ce que nous détenons. Malgré l'explosion de la production et des prix, les recettes fiscales tirées du secteur minier sont restées très en deçà du potentiel. En 2004, les recettes fiscales minières, le diamant inclus, ne représentaient que 15 millions de dollars, soit environ 2% du budget national. En 2024, les recettes fiscales ont augmenté pour représenter 10% du PIB contre 10% en 2023, mais restent 3 points inférieurs à celles du Cameroun quand même. En 2025, le projet de loi de finances prévoit des recettes minières de 14 billions de francs congolais, environ 5 milliards de dollars, soit une hausse de 14% par rapport à l'année précédente. Mais ces chiffres sont encore largement en dessous du potentiel. Largement en dessous du potentiel. Selon une inspection récente de la Cour des comptes, entre 2018 et 2023, les compagnies minières n'auraient pas déclaré au moins 16 milliards de dollars de revenus. Cela représente une perte colossale pour l'État congolais et les communautés locales. 16 milliards non déclarés entre 2018 et 2023. Pourquoi ces pertes? Le code minier de 2018 impose aux entreprises de verser chaque année 0,3% de leur chiffre d'affaires au fonds de développement communautaire. Or, l'audit montre que les sociétés ont déclaré 81 milliards de dollars pour ces fonds, alors qu'elles auraient dû en déclarer environ 93, presque 100. Ces rapports mettent en lumière un détournement de 50 millions de dollars destinés au développement. Chers amis, plusieurs grandes sociétés se moquent, TFM, Glencore, Kamoto, Coppers, Ivao, Camo, Kakula, Sycomine, Erasia Ressources Group auraient sous-déclaré leurs revenus de près de 10 milliards de dollars. Le procureur général a déclaré près de 70% des entreprises ne respectent pas cette règle. C'est une perte énorme pour l'État congolais. Pourquoi les richesses minières de la RDC n'atteignent-elles pas les trésors publics? 4 mécanismes principaux sont identifiés ici. Les amis,
un code minier trop favorable aux investisseurs de 2002 à 2018. Le code minier de 2002 a été conçu pour attirer les investissements étrangers dans un pays qui sortait de la guerre. Il était inspiré par la Banque mondiale et présentait des caractéristiques extrêmement favorables aux multinationales. Donc, participation de l'État, le code minier de 2002 dit 5% dans la société minière. Et le code minier de 2018, révisé et monté à 10%. Vous comprenez? Et puis, en termes des clauses de stabilité fiscale, pour que les entreprises viennent, investissent et qu'ils ne soient pas embêtés par des montées, des descendre, d'augmentation en termes de fiscalité, on leur donnait 10 ans, on ne les bouge pas. Pendant 10 ans, rien ne se rajoute, rien ne peut arriver, quoique le prix monte ou descende, 10 ans sans vous bousculer. En 2022. En 2018, nous sommes descendus à 5 ans. Exonération douanière. Cette exonération douanière qui a été donnée à certaines entreprises minières, ce sont des exonérations illimitées pour les équipements miniers. Illimitées. Donc on ne le revoit pas. À partir de 2018, on a limité ça à 3 ans après les débuts de la production. La redevance minière trop bas et en 2018, taux relevé jusqu'à 5 à 6% pour le métaux stratégique. Donc pendant 16 ans, entre 2002 et 2018, ce code a permis aux multinationales d'exploiter les ressources congolaises avec une contribution minimale pour l'État. La clause de stabilité de 10 ans garantissait aux investisseurs que les règles fiscales ne changeraient pas, verrouillant les conditions désavantageuses pour la RDC pendant une décennie. Et puis, l'or, les coltans, les cobalt, en termes de contrebande massive, les diamants et les bois étaient exportés illégalement vers le pays voisin, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, ça continue encore jusqu'à maintenant. Dubaï, les cas du coltan est emblématique, puisque fin décembre 2024, le groupe d'experts de l'ONU et de la RDC estimait qu'au moins 150 tonnes de coltan étaient exportés frauduleusement chaque mois vers le Rwanda, depuis le site de Rubaya, tenu par les rebelles du 1-23, soutenu par les Kigali. Les exportations des tantales extraits du coltan du Rwanda vers les États-Unis ont été multipliées par 15 entre 2013 et 2018. Les amis, une étude de 2025 montre que la faiblesse des contrôles, les fausses déclarations et la traçabilité limitée compromettent évidemment la fiabilité des données de production et de recettes. La corruption et les détournements, il faut qu'on en parle aussi. L'enquête Congo Hold Up de 2021, basée sur 3 500 000 des documents bancaires confidentiels, révèle comment les clans de l'ancien président Joseph Kabila a siphonné au moins des millions de dollars de caisse de l'État entre 2013 et 2018, les amis. Et donc, le mécanisme documenté inclut quoi? Des transactions via des sociétés écrans installées dans des garages au Congo, des fonds publics détournés depuis la Banque centrale, les sociétés minières, d'État, les fonds de construction des routes et des commissions électorales, de paiement de l'ONU destinés aux soldats congolais participant aux opérations de maintien de l'ordre de la paix détournés. Les multinationales utilisaient des prix de transfert. En d'autres termes, elles vendent le minerai à leurs propres filiales dans les paradis fiscaux à des prix inférieurs au marché, réduisant artificiellement leurs bénéfices déclarés en RDC et donc leurs impôts.
Le FMI, en 2018, disait « La RDC a retrouvé une stabilité macroéconomique, mais la politique budgétaire pâtit de la faiblesse de mobilisation des recettes. L'inflation en glissement annuel atteignait 14% au niveau de 2018, donc en fin 2018. Et la Banque mondiale, entre 2025 et 2026, la croissance réelle de la RDC est estimée à 5%, presque 6% en 2026. Mais la croissance économique, surtout lorsqu'elle est amplifiée par des effets monétaires, ne garantit pas automatiquement une amélioration du niveau de vie. La pauvreté touche encore 70 à 73% de la population. L'accès à l'électricité et les indicateurs de santé progressent lentement. Et la Cour des comptes, les dépassements des crédits ont atteint 42% des dépenses totales. La présidence a enregistré des taux d'engagement de 649% pour les fournitures et 363% pour des pièces de réchange. Une fois que nous comprenons ces choses-là, les amis, la RDC est l'un des pays les plus riches en ressources minières du monde. Premier producteur mondial du cobalt, premier producteur africain de cuivre, des gisements d'or, de diamants, des coltans et des tantales parmi les plus importants de la planète. Pourtant, le budget de l'État est resté obstinément bas, passant de 300 millions de dollars en 2001 à environ 5 milliards de dollars en 2018, soit à peine plus que le budget d'une ville moyenne européenne. Les raisons de ces paradoxes sont multiples et se renforcent mutuellement. Un code minier trop favorable aux investisseurs entre 2002 et 2018, participation de l'État limitée à 5%, clause de stabilité de 10 ans, exonération douanière illimitée entre 2002 et 2018. Une contrebande massive, 150 tonnes de coltan par mois vers le Rwanda, des exportations des tantales multipliées par 15 entre 2013 et 2018, pendant que le M23 était endormi, mais les Rwandais s'enrichissaient de nos minéraux. Comment expliquez-vous cela? Une corruption systématique, 138 millions de dollars détournés par les clans Kabila via la BGFIBank entre 2013 et 2018, des prix des transferts qui réduisent artificiellement les bénéfices déclarés en RDC, une faible capacité de l'administration fiscale à collecter les impôts et à contrôler les entreprises, une dilution démographique, 109 millions d'habitants en 2025, une croissance de presque 4% par an qui annule une partie de gains économiques. Les amis, maintenant, nous allons passer au chapitre 3. Kabila a-t-il réellement laissé un État riche? Ça, c'est la question que chacun de nous peut évidemment se poser. Si Joseph Kabila a laissé un pays prospère, pourquoi autant d'enquêtes internationales ont-elles porté sur la gestion de son régime? C'est une question que je vous pose. Depuis plusieurs années, une idée revient souvent. Kabila a payé les dettes. Kabila a construit le pays et laissé un État en bonne santé. Mais une autre réalité existe aussi. En parallèle, pendant près de 15 ans, plusieurs enquêtes internationales menées par des journalistes, des ONG et parfois suivies des sanctions américaines ont décrit un système où une partie des richesses minières de la RDC aurait profité à un cercle très restreint de personnes. La question n'est donc pas Kabila a-t-il volé? Cette question appartient évidemment à la justice. La vraie question est pourquoi autant d'organismes indépendants arrivent-ils aux mêmes conclusions sur l'opacité
du système congolais? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Nous avons Panama Papers qui va publier en 2016 concernant les sociétés offshore, les sociétés qui sont ailleurs, qui bénéficient des fonds publics, qui bénéficient de l'argent des Congolais. Vous avez aussi Paradise Papers qui va faire une publication en 2017. Il met en avant ou il révèle des contrats Glencore, Gettler, de l'opacité, etc. avec la famille Kabila dedans. Vous avez aussi Global Witness qui fait une publication en 2014. Ce sont des ONG qui enquêtent. Il y a des ventes de mines sous-évaluées. Vous avez Bloomberg, plusieurs enquêtes de Bloomberg, des agences économiques, et ils vont mettre en lumière des réseaux liés à Gettler. Vous avez Router, vous avez Congo Hold Up, le département du Trésor américain, publication en 2017, qui a enquêté, le gouvernement américain a enquêté, et ce qui va révéler plus tard des sanctions contre Dan Gettler. Donc, le public se pose des questions, mais personne ne remarque que plusieurs organisations ou plusieurs organismes ont mis en place des dispositifs pour enquêter et ils ne se connaissent pas, ils ne travaillent pas ensemble. Paradis Papers, Panama Papers, Global Witness, Bloomberg, Router, Congo Hold Up, et ce sont évidemment des entités distinctes. Mais et tous ont fait des enquêtes à chacun à son niveau. Ce n'est pas une seule ONG, ce n'est pas un seul journaliste, ce ne sont pas des médias congolais, ce sont des dizaines d'institutions indépendantes qui arrivent souvent aux mêmes observations, aux mêmes résultats. Dan Gettler, pourquoi est-il devenu le symbole du système? Puisque Dan Gettler n'est pas seulement un homme d'affaires, il devient progressivement le principal intermédiaire entre certaines entreprises minières étrangères et l'État congolais. Selon les enquêtes, des licences minières achetées à bas prix, des ventes, et puis ces licences sont revendues à des prix beaucoup plus chers, il y a des profits énormes, et Dan Gettler est proche, a une proximité très exprimée avec les pouvoirs. C'est cette proximité qui conduira les États-Unis à prendre une décision exceptionnelle. Les sanctions américaines, en décembre 2017, Washington va sanctionner Dan Gettler. Pour quelles raisons? Selon le département du Trésor américain, Gettler aurait utilisé sa proximité avec Joseph Kabila pour obtenir des contrats miniers et pétroliers particulièrement avantageux, les Américains estimant que cela aurait coûté plus de milliards de dollars au peuple congolais. Il est important de le préciser, une sanction américaine n'est pas une condamnation pénale. Hein. Ça, je veux qu'on soit sûr par là. Mais elle repose généralement sur des informations collectées pendant plusieurs années par les services américains, comme les sanctions de Kabila. Vous avez le Paradis Papers. Le Paradis Papers montre quelque chose de très intéressant. Glencore accepte de prêter 45 millions de dollars à Dan Gettler. Pourquoi? Parce que Gettler est considéré comme la personne capable de débloquer certains contrats avec le gouvernement congolais. Autrement dit, sa véritable valeur n'est pas seulement financière, sa valeur est politique. Vous avez Panama Papers. Les Panama Papers révèlent un autre mécanisme. Au lieu de placer directement les actifs au nom d'une personne, on crée des sociétés offshore, des sociétés écrans, des prêt-tenants, des holdings. Pourquoi? Parce que cela rend très difficile d'identifier le véritable propriétaire. Ce mécanisme est légal dans certains cas. Il devient problématique lorsqu'il sert à cacher des bénéficiaires réels ou des conflits d'intérêts derrière. Vous voyez de qui je parle.
Il y a aussi Congo Hold Up, probablement la plus importante enquête jamais réalisée sur la RDC. Plus de 3 milliards 500 millions de documents bancaires. Les journalistes vont découvrir quoi? Des transferts vers des sociétés proches du pouvoir, des retraits massifs en espèces, des entreprises bénéficiant de marchés publics. Encore une fois, les personnes concernées contestent ces conclusions, évidemment, mais les documents bancaires eux-mêmes existent pour témoigner. Alors, pourquoi cela explique les faibles budgets de la RDC? Voici la question que vous ne vous posez jamais, ou les gens refusent de se poser. Pendant près de 20 ans, les amis, pendant près de 20 ans, la RDC possède les plus grandes réserves mondiales du cobalt, des réserves immenses de cuivre, coton, or, diamant. Pourtant, le budget national reste inférieur à 5 milliards de dollars. Certaines années, les Rwandais sans ces ressources affichent parfois un budget comparable ou supérieur à la RDC. Les infrastructures progressent lentement, les services publics restent sous-financés. Et donc cette contradiction est précisément ce qui pousse les journalistes, les ONG et gouvernements étrangers à faire des enquêtes sur la gouvernance des ressources naturelles. C'est évidemment cette contradiction. Comment un pays aussi stratégique, un pays qui possède tant de minéraux, qui doit être riche, et quand on observe à côté, on voit un budget assez limité. Donc c'est ça qui va pousser les journalistes et bien d'autres entités à commencer à mener des enquêtes. Les amis, à mener des enquêtes. Ce qu'il faut retenir, il faut distinguer trois choses. Le fait établi. Dis-nous, les codes miniers étaient de combien? Les codes miniers à l'époque, ça dépendait de la matière. En tout cas, concernant les cobalt, nous étions à 2%. Nous sommes à 10%, si c'est ça que vous voulez épingler. Et ces 10% apportent à la RDC 1 milliard 400 millions de dollars. Le bénéfice de ces codes miniers aujourd'hui, la RDC bénéficie de cet avantage, 1 milliard 400 millions de dollars. Mais ce n'est pas ça qui fait tous les budgets de l'État. Le budget actuellement, nous visons pour 2026 22 milliards. Si vous enlevez les codes miniers, vous enlevez les 1 milliard 400 millions, nous resterons toujours au-delà de 20 millions, de 20 milliards. OK? Donc, les amis, le fait établir les sanctions américaines, ce sont les faits, les contrats miniers, les documents bancaires, ce sont les faits révélés, les sociétés offshore identifiées, ça, ce sont les faits. OK? Bonjour, mon ami Joël. Les conclusions des enquêtes, un système de gouvernance opaque, des conflits d'intérêts présumés, des pertes importantes de l'État. La justice, une enquête journalistique ne vaut pas une condamnation, je vais qu'on soit clair sur ça. Chaque personne mise en cause bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'une décision judiciaire définitive n'est pas intervenue. Mais sachez que les enquêtes, les investigations ont établi des faits, il y a des sanctions, il y a des contrats miniers, il y a des documents bancaires révélés, il y a les sociétés offshore que les enquêtes ont publiées. Maintenant qu'on a compris ça, Kabila a-t-il pacifié la RDC par sa seule volonté? Voilà, c'est une question. Hein? Kabila a réunifié la RDC. Kabila était jeune, il avait 29 ans. Il a mordu sur sa chic, il a travaillé et le pays s'est réuni.